Alors, voilà, je suis ici à l'Université protestante au Congo, où nous avons une unité de recherche, analyse des organisations, innovation et gestion stratégique, et nous avons ce cycle de conférences que nous organisons, notamment avec des personnes invitées. Et l'objectif, c'est de partager la connaissance, mais aussi d'apprendre les uns des autres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux orateurs importants qui vont nous parler sur un thème qui est celui de l'intelligence économique. Sans plus tarder, je veux juste vous donner notre programme de ce matin, de ce midi. On commencera d'abord par une présentation de M. Onésime Madilou. Il va prendre autour d'une vingtaine de minutes. Ensuite, ça sera les tours de M. Jérôme Bondu, qui va aussi prendre autour d'une vingtaine de minutes. Et après, on aura l'occasion de passer à la session questions-réponses. Et dans cette question-réponse, on donnera l'opportunité au public de poser des questions et d'intervenir s'il y a des éléments que vous voulez poser à ce niveau. Sans plus tarder, juste pour une question de temps, je sais que notre conférence sera autour d'une heure. Voilà, soit 20 minutes d'intervention par orateur. Et puis après, ce serait 20 minutes de séance des questions-réponses. Alors, sur Zoom, vous avez la possibilité d'utiliser le chat, c'est-à-dire d'écrire vos questions dans le chat quand l'orateur intervient, ou vous attendez à la fin, on vous accordera la parole pour intervenir. Levez la main si vous voulez parler, et je crois que c'est de cette manière que nous allons procéder. Voilà, sans plus tarder, je m'en vais accorder la parole au premier orateur, M. Onésime Madilou. Voilà, vous avez la parole pour nous introduire finalement sur le sujet de l'intelligence économique, ses enjeux finalement sur le plan théorique, de quoi est-ce qu'il est question, pourquoi est-ce que ce thème il est important, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit arriver à tout ça. Vous avez la parole, cher Onésime. Merci beaucoup, professeur. Je m'en vais encore saluer tout le monde. Et avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord vous remercier vous-même, parce que c'est grâce à vous que cette conférence a lieu. Vous m'avez demandé, vous m'avez contacté, vous avez l'habitude de me suivre sur LinkedIn, parce que je parle de l'entrepreneuriat, de la jeunesse, de la promotion des initiatives et des innovations. Alors, vous m'avez demandé si je pouvais partager avec vos étudiants sur le réseau de PGEC, la dynamique pour la promotion de la jeunesse de l'élite congolaise que nous coordonnons et qui est en fait une forme d'intelligence économique aussi, à notre manière, que nous avons mise en place dans l'objectif de promouvoir notre communauté, qui est une grande communauté, mais qui se retrouve aujourd'hui dans Kinshasa être parmi les faibles communautés. Je parlerai de la communauté congolaise, bien connue comme on le veut dire, le Bayaka, ainsi de suite. Voilà. Alors, j'avais voulu qu'on parle de l'intelligence économique parce que c'est un sujet qui requiert une grande importance de nos jours. Et pour cela, j'avais même invité l'un des experts en international, Jérôme Bondou, qui va intervenir avec moi. Moi, je parlerai un peu de la partie théorique et Jérôme Bondou viendra prendre la partie pratique pour permettre à tous les participants de sortir au moins avec une idée sur ce nouveau concept parce que c'est un nouveau domaine dans lequel beaucoup de personnes sont encore bleues, si vous permettez. Voilà. Donc, mon intervention par rapport à l'intelligence économique, enjeu stratégique pour l'innovation dans les entreprises de la nation, je vais parler de 5 petits points. Premièrement, je parlais de la définition des concepts, juste pour vous donner un aperçu aux
participants. Et le deuxième point dont je vais parler, ce sera la présentation, présenter l'IA, comment elle se présente. Le troisième petit point, ce sera l'intérêt scientifique du sujet, parce que c'est supposé que nous sommes devant des étudiants, des chercheurs. Et puis, le quatrième petit point, ce sera la subdivision des l'IA, comment elle se divise. Je parlerai donc de piliers des l'IA, et c'est là que Jérôme Bondou viendra vraiment approfondir. Et puis, en cinquième, dernier petit point, je parlerai de la quintessence de l'IA. Voilà. Donc, c'est que les personnes qui nous suivent doivent comprendre par l'intelligence économique, c'est que l'intelligence économique, c'est un ensemble d'activités coordonnées, de collecte, de traitement, de diffusion, de stockage et de protection de l'information stratégique utile aux acteurs économiques dans le but d'orienter la prise de décision. Donc, c'est ça vraiment la définition universelle de l'intelligence économique. Alors, vous comprendrez que comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne saurais pas commencer à expliquer mot à mot. Cela pourra revenir dans des questions maintenant ou après, on donnera des coordonnées pour que les gens qui le veulent puissent avoir de plus amples explications après. Qu'est-ce que j'appelle ici l'information stratégique? Parce que c'est autour de ça que va tourner ma présentation. Dans le contexte de l'intelligence économique qu'on appelle l'IE, par abréviation, pour éviter de se redire, je parlerai de l'IE, comprenez quand je dis l'IE, il s'agit de l'intelligence économique. Donc, dans le contexte de l'IE, l'information stratégique est une information économique, c'est-à-dire une information qui a une valeur ajoutée, une information qui a, en d'autres mots, une valeur marchande et dont l'importance peut remettre en question ou orienter la stratégie d'une organisation, d'une entreprise ou de l'État. En d'autres termes, l'IE, ou l'intelligence économique, c'est un arsenal de pratiques dont l'objectif est de faire de l'information la matière première du secteur productif. Je voudrais revenir par rapport à quelque chose que je dis sur les acteurs économiques. Qu'est-ce que j'appelle ici les acteurs économiques? Qu'est-ce que nous appelons les acteurs économiques? Eh bien, les acteurs économiques, c'est toute personne physique ou morale ou entité publique ou tout groupe de ces personnes et entités, y compris toute association temporaire d'entreprises qui offre la réalisation de travaux ou des ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché. Donc, vous comprenez que je pense que parmi nous, ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs. Et si vous l'êtes, vraiment, ce sujet est très important pour vous. La pratique de l'intelligence économique, ça, on doit vraiment le retenir, s'impose à toute entité confrontée à une compétition économique avec comme objectif principal de permettre à cette entité d'avoir une maîtrise de son environnement concurrentiel. Et qu'il s'agisse des entreprises, des États, de provinces, de territoires, vous allez vous rendre compte que très souvent dans notre monde actuel, tout le monde est confronté à une concurrence, même si on n'en prend pas conscience. Mais surtout quand on est dans les affaires, on sait qu'on est en face de personnes qui font soit la même chose que vous ou qui cherchent à faire la même chose que vous. Donc, la concurrence, elle est réelle, la compétition est réelle, la compétition économique est réelle et l'intelligence économique nous aide à maîtriser cet environnement concurrentiel. Allô? Ça va? Oui, ça va. Il y a de bruit là. Je peux continuer? Oui, allez-y. Présentation. Donc, deuxième petit point, je parlais de la présentation. Comment se présente l'IE? Mise en œuvre par une organisation, l'IE est une démarche managériale ainsi qu'une méthode d'aide à la décision et à la définition de stratégies d'entreprise. Tandis que lorsque l'intelligence économique est pilotée,
ou définie par une nation ou un État, si vous voulez, elle devient une politique publique qui contribue à la compétitivité d'entreprises, de territoires, à la compétitivité de l'économie nationale, mais aussi et surtout à la protection du patrimoine immatériel et matériel de l'entité dont il est question. Voilà. Quand je parle de patrimoine immatériel, je me vais un peu m'attarder là-dessus. Il s'agit de quoi? Parce que nous sommes, nous sommes supposés être devant des acteurs économiques, de preneurs de décision. Le patrimoine immatériel d'une entreprise se présente sous 3 degrés. Voilà. Il y a d'abord le capital humain, c'est-à-dire l'expérience, la formation, la gouvernance, le management, les relations interpersonnelles, les motivations, etc. Et deuxièmement, il y a le capital structurel, c'est-à-dire la culture de l'entreprise, la communication interne, la sécurité de son patrimoine informationnel, l'organisation, management, l'innovation, les inventions, le brevet, le marque, le franchise, les licences, les contrats, les inventions, le formule, le processus, le dessin, le modèle, le savoir-faire, le copyright et le droit d'auteur. Toutes ces choses ont besoin d'être protégées à travers une démarche d'intelligence économique au sein d'une entreprise ou d'un organisme. Et le troisième petit point, c'est le capital relationnel ou l'environnement des affaires, les relations avec les actionnaires, les partenaires, les clients, la fidélisation, etc. La réputation, je parlerai même de la réputation de l'entreprise, l'influence et la communication. Je pense que nous venons dernièrement d'être témoins d'une affaire qui a éclaboussé, qui a voulu éclabousser plusieurs personnalités. Il s'agit du Congo Hold-up. Vous avez vu comment est-ce que le document sensible et stratégique de la banque, de la BGFI Bank, vous connaissez tous l'histoire parce qu'elle a déferlé la chronique, comment est-ce que des documents sensibles se sont retrouvés dans la rue, se sont retrouvés à la possession de tout le monde. Donc, il y a eu quelque part un manque de protection. Ils ont failli, je ne sais pas, je ne veux pas vraiment l'affirmer, mais sinon, du point de vue de l'intelligence économique, il y a eu une faille au niveau de la banque qui a permis à ce qu'il y ait fuite de leurs documents ou données. L'intelligence économique, ce qu'on doit savoir, contribue à l'efficacité dans votre business. C'est ça vraiment que nous devons savoir en tant qu'entrepreneurs, en tant que jeunes entrepreneurs, en tant qu'aspirants même entrepreneurs, et que l'intelligence économique vous permet d'avoir une longueur d'avance. Hein, parce qu'on a parlé ici de la maîtrise de son environnement concurrentiel. Et une dynamique d'intelligence économique se compose des outils et des méthodes qui vous aident à connaître vos marchés, vos concurrents, vos clients, les réglementations et tout ce qui encadre votre activité. La pratique de l'intelligence économique, on l'appelle aussi, quand on fait de l'intelligence économique, c'est faire aussi du renseignement économique. Hein. C'est le renseignement économique ou renseignement des affaires. C'est parfois le concept qui fait que beaucoup de personnes évitent bon, pas éviter, mais beaucoup de personnes se méfient de l'intelligence économique parce qu'ils se disent, mais quand on fait de l'intelligence économique, c'est illégal. Non, l'intelligence économique, la pratique de l'intelligence économique est légale. Elle se fait vraiment dans la limite de la légalité. Elle est différente de l'espionnage. Ça, ce sont des choses qu'on doit savoir lorsque on va comprendre ce qu'est l'intelligence économique. C'est différent de l'espionnage. Comment c'est différent? En fait, c'est vrai que dans l'intelligence économique, on fait du renseignement économique, du renseignement des affaires, si vous voulez. Mais ces renseignements se font en allant auprès de sources d'informations, de sources ouvertes plutôt, excusez-moi, et de sources ouvertes et de sources publiques, c'est-à-dire des sources dont l'accès à l'information est facile et donné à tout le monde. Par exemple, vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux.
Quand on a besoin d'une information sur quelqu'un, sur une entreprise, il suffit d'aller sur le moteur de recherche qui sont Facebook, LinkedIn, Twitter. Vous pouvez facilement avoir l'information sur cette personne, l'information sur cette entreprise ou l'information sur cette organisation. Donc, il s'agit là de ce qu'on appelle des informations blanches ou aussi des informations grises. C'est très différent de ces informations qu'on obtient par l'espionnage, parce que par l'espionnage, on suppose que l'information est sécurisée, elle se trouve dans... Et pour y accéder, il faut utiliser des méthodes illégales. Voilà pourquoi l'espionnage économique ou l'espionnage industriel est puni par la loi, c'est un délit. Mais l'intelligence économique, qui est aussi une pratique de recherche de l'information, est quelque chose de légal. Il se fait vraiment dans toute la légalité. Le point que je voudrais aussi parler, c'est l'intérêt scientifique du sujet parce que nous sommes devant des étudiants, devant des chercheurs. Il faut savoir que l'IE, c'est aussi un nouveau domaine de recherche transverse à plusieurs domaines. Donc, on peut se lancer dans l'intelligence économique, faire des recherches dans l'intelligence économique en étant dans le cycle, les sciences de l'information et de la communication. On peut parler de l'intelligence économique dans les sciences économiques et sociales. On peut en parler, on peut l'étudier dans les sciences de gestion, dans le droit, les relations internationales, les sciences politiques, bref, dans la plupart des sciences humaines. Parce que même en histoire ou en philosophie, on peut aussi faire des recherches sur l'intelligence économique et il y a beaucoup à dire. Voilà. D'ailleurs, conscient des enjeux, il y a des pays africains qui ont déjà commencé à dispenser des cours. Hein, des cours, pas des cours, mais plutôt il y a déjà de filières, des options au niveau de l'université totalement dédiées à l'intelligence économique. On parle du Maroc, on parle de la Tunisie, on parle du Sénégal. Comme vous comprenez que jusque-là, chez nous, en RDC, il n'y a pas encore de faculté qui traite ou d'options qui parlent d'intelligence, vraiment dédiées à l'intelligence économique. Et donc, c'est un défi. Le prof Chamba qui m'écoute, vous avez là un champ qui est encore très ouvert. Et je peux encore le rappeler, parce que nous sommes devant des chercheurs, il n'y a pas encore eu en RDC, au niveau de notre pays, donc ici à Kinshasa, une thèse de mémoire qui a été défendue par rapport à l'intelligence économique. Donc, nous n'avons pas encore un docteur en mémoire en intelligence économique qui est sorti de nos universités, que ce soit l'UPC, que ce soit l'UNIKIN, que ce soit l'UPEN, etc. Donc, le défi est encore ouvert, le champ est très ouvert. Chers chercheurs qui nous suivez, vous pouvez vous lancer dans ce domaine et vous serez parmi les pionniers. J'ai eu le privilège, en toute modestie, d'être parmi le tout premier à défendre un mémoire, à présenter un travail de mémoire sur l'intelligence économique. Voilà. Je veux parler de la subdivision de l'IE. Eh bien, l'intelligence économique repose sur 3 piliers qui sont la veille, la sécurité et l'influence. Vraiment, vous pouvez tout oublier de tout ce que je veux dire. Mais si on vous pose la question pour savoir, mais l'intelligence économique, c'est quoi? Vous pouvez dire, mais écoutez, l'intelligence économique ça repose sur 3 principaux piliers qui sont la veille, la sécurité ou la cybersécurité et l'influence. Et je ne veux pas entrer en profondeur là-dedans parce qu'il y a un expert parmi nous en international, l'un des grands de ce monde, dans le monde francophone. Il est depuis plus d'une dizaine d'années dans l'intelligence économique. Donc, M. Jérôme Bondou, qu'on va vous présenter par le professeur, lui viendra parler de cette partie parce que c'est la partie la plus technique de notre conférence. Et le dernier petit point, pour atterrir, avant d'atterrir, il s'agit de parler de la quintessence. Mais c'est quoi l'importance des lieux? Monsieur Nézim
vous nous parlez de l'intelligence économique. Vous avez fait des bruits par rapport à l'intelligence économique. Voilà, c'est quoi son importance aujourd'hui? De nos jours, donc actuellement, chaque pays, chaque organisation est confrontée à 3 changements majeurs qui causent de fractures et de mutations profondes dans la société. Je vais parler du premier changement qui est la mondialisation. La mondialisation a entraîné avec elle une globalisation de marché et à la suite de l'enracinement de ce qu'on appelle, les économistes appellent l'économie libérale, c'est-à-dire qu'il y a une libéralisation de marché et cette libéralisation de marché entraîne une recrudescence de la compétition ou de la concurrence internationale. Donc, jamais la compétition ou la concurrence n'a été aussi ardue comme elle l'est actuellement. Aujourd'hui, nous sommes dans une vraie guerre. D'ailleurs, les experts, les économistes et d'autres experts de la géopolitique parlent de la guerre économique qui est une réalité. Et cette guerre économique, elle est une guerre cruelle, une guerre très féroce, une guerre comme l'humanité ne l'a jamais connue auparavant. À la seule différence que celle-ci n'envoie pas de militaires sur les champs de bataille, il n'y a pas de bain de sang, mais celle-ci, elle se déroule derrière des ordinateurs, derrière des tablettes, comme nous le faisons actuellement, et dans des salons ou dans des bureaux huppés, comme le bureau du professeur Patrick, dans des bureaux huppés, derrière des tablettes, et avec l'Internet 2.0 comme arme. Voilà. Donc, nous sommes entrés dans une période où il y a des affrontements qui ne disent pas son nom. D'ailleurs, vous le savez vous-même, nous avons vu dernièrement, pour ceux qui suivent Twitter, comment est-ce que l'ambassadeur de la Chine et M. Peter Pan se sont lancés des paroles vraiment pas amicales au sujet du Congo, au sujet du contrat que le Congo a signé avec la Chine sous Kabila, sous le président Kabila, où la Chine devait prendre de matières premières pour aller les traiter, ainsi de suite. Vous connaissez, si vous suivez véritablement les informations, cette vérité. Donc, on est vraiment dans une vraie bataille, une vraie guerre, et c'est là le danger de cette guerre est que tous ceux qui ne vont pas s'adapter, tous ceux qui ne vont pas prendre conscience que nous sommes entrés avec la mondialisation dans une vraie guerre, eh ben, ils vont se faire écraser, malheureusement. Sans état d'âme, ils seront écrasés, ils seront exploités, ils seront le grand perdant. Mais la grande question qu'on doit se poser, si on rate cet épisode, pour combien de générations on sera victime ou on sera exploité ou on sera au bas de la chaîne? Quelqu'un a dit la meilleure façon de gagner une guerre est de ne pas le perdre. Et ce que moi j'aime personnellement, c'est un homme, Sun Tzu, vous avez déjà certainement entendu parler, le grand stratège de l'Antiquité qui a vécu il y a 2500 ans en Chine, qui a écrit l'opus, l'un des opus de la guerre que aime beaucoup, d'ailleurs beaucoup, aime beaucoup la plupart des stratèges de l'intelligence économique. Il a dit, si tu te connais bien toi-même et que tu connais bien ton adversaire, tu peux faire 100 guerres sans jamais en perdre une. Donc, la guerre économique et le renseignement d'affaires vu par cet homme se résume en ces mots, il faut mieux savoir pour mieux agir. C'est-à-dire, il faut intégrer la pensée stratégique et la pensée stratégique doit précéder l'action si on veut gagner une guerre ou une compétition. Donc, c'est là que vient l'intelligence, parce que quand on parle de l'intelligence, il s'agit en fait de mettre en place des stratégies qui vous permettent d'avoir une longueur d'avance, de devancer vos concurrents. Et quand il y a une stratégie, ça veut dire qu'on parle de l'anticipation. On veut anticiper sur les événements, on veut prendre déjà une longueur d'avance qui vous met déjà dans une pole position face à vos poursuivants ou vos concurrents. Donc, le deuxième grand changement rapidement, pour que je puisse
c'était la parole. Il s'agit de l'évolution constante du numérique. Vous le savez, vous tous. En ce moment, nous sommes en train de suivre cette conférence grâce à cette cinquième révolution, qui est la révolution que le web a apportée, que l'Internet a apportée, et la révolution du numérique. On en parle beaucoup. Dans cette révolution est venue modifier complètement les organisations et les modes d'information. Aujourd'hui, toute organisation fait face à ce qu'on appelle l'infobésité ou les problèmes du big data. Je pense que même vous et moi, tels que nous sommes là avec ces smartphones ou ces ordinateurs, très souvent nous nous retrouvons avec les réseaux sociaux, l'explosion de flux RSS, nous nous retrouvons avec des centaines de tonnes, de milliards et de millions d'informations, des informations qui viennent de partout. Surtout moi, j'aimerais vous dire, je suis membre de plus de 250 groupes WhatsApp. Et là, quand je regarde mon téléphone, rien que depuis avant-hier, donc je n'ai pas pu lire les informations parce que j'étais concentré à cette conférence, j'ai déjà plus de 40 000 messages dans mon compte WhatsApp. Vous comprenez? 40 000 messages. Comment je fais? Quelle est l'information que je veux suivre? Aujourd'hui, il y a une hyperproduction de l'information. Et même pour nous, le professionnel de l'information, c'est que l'on appelait autrefois des signaux faibles, sont devenus des signaux assourdissants. Et non seulement il y a cette hyperproduction de l'information, mais il y a aussi d'un autre côté des pratiques illégales, cybercriminalité. Le hacker, je venais de parler dernièrement de l'affaire du Congo Hold Up, qui est une fuite d'informations. En fait, certainement, on avait mis de hackers derrière la BGVIFEC pour soutirer ces informations sensibles. Nous sommes donc dans la société de l'information, et dans la société de l'information, les technologies de l'information sont devenues très fondamentales. Voilà, c'est ça qu'on appelle la cinquième révolution. Et la particularité de toutes les révolutions que le monde a connues, rapidement, vous savez que jusque-là, quand on parle de la cinquième révolution, c'est-à-dire qu'il y avait une première, la première révolution qui était la révolution de la parole, la deuxième révolution qui était la révolution de la découverte de l'écriture en Chine, écriture qui a été coulée dans de l'argent, mais à partir de la Corée. Et la troisième révolution qui a été la découverte, vous le savez, la découverte de l'imprimerie avec Gutenberg. La quatrième révolution qui a été la révolution lorsqu'on a commencé maintenant à associer l'électricité au matériel de communication avec le fameux mariage de Rose Kelly, je crois. Si ce n'est pas ça, M. Jérôme Bondou pourra me corriger. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans la cinquième révolution. La particularité des révolutions est que dans chaque révolution, il y a toujours des fractures. C'est-à-dire, il y a deux camps qui se créent. Il y a le camp de faibles et il y a le camp de forts. Et lorsque nous parlons de l'intelligence économique aujourd'hui, notre volonté est de faire à ce que nous puissions sensibiliser les gens pour que nous comprenions que cette révolution avec le web, cette cinquième révolution avec le numérique, elle va créer de faibles. Et nous devons tout faire pour qu'en tant que nation, en tant que décideur, en tant qu'entrepreneur, nous ne puissions pas être du côté de faibles. Parce que si vous êtes du côté de faibles, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà. Le dernier point, il s'agit, dont je peux parler, donc c'est l'évolution du monde juridique. Vous savez, aujourd'hui, on parle même en Afrique avec l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui a mené beaucoup de changements. Lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est chef d'entreprise, on doit bien connaître ces choses, comment ça marche. Parce que vous savez, dans la plupart des cas, en ce qui concerne le loi, ceux qui font le loi, ce sont eux qui sont le plus grands bénéficiaires. Voilà. La question que je voudrais poser, vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes un décideur, vous devez prendre des décisions stratégiques par rapport à votre entité. Aujourd'hui, face à cette réalité que je viens de vous présenter, face à cette
à cette hyperproduction. Vous vous retrouvez dans un océan d'informations. Comment est-ce que vous faites pour trouver la bonne information, pour trouver cette pépite qui peut vous permettre de monter votre stratégie pour faire évoluer, pour faire avancer votre activité ou bien pour avoir une longueur d'avance sur vos concurrents? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est là que le développement d'une intelligence, d'une dynamique d'intelligence économique au sein d'une entreprise ou même au sein de la nation devient très importante parce que celle-ci nous aide en un temps record, avec rapidité, d'avoir accès à la bonne information, cette information stratégique dont vous avez besoin pour booster ce que vous faites. Voilà. Je vais conclure en disant ceci. J'ai dit certainement beaucoup de choses, mais retenez que l'intelligence économique est un outil stratégique et décisionnel. C'est basant sur la maîtrise de l'information dans son environnement. Ça, n'oubliez pas que lorsqu'on parle d'intelligence économique, on vous donne donc une solution face à un problème, parce que l'homme blanc a créé l'Internet, qui était au départ une solution, mais on s'est rendu compte que cette solution est devenue encore un problème. Et lui-même, je parle de l'homme blanc, certains parlent des Américains, mais moi, je suis de ceux, j'aime dire, j'aime accepter, j'aime soutenir que l'intelligence économique, l'Internet a été créé plutôt par les Européens. Les Américains ont récupéré, parce que c'est lui qui a créé l'Internet. C'est quelqu'un que nous, les documentalistes, nous considérons avec beaucoup de respect, parce que c'est Paul Hotelet, c'est lui le père de la documentation moderne, et c'est lui qui a créé l'outil Internet que les Américains ont récupéré. Voilà. Donc, retenez que l'intelligence économique, c'est un outil à la fois défensif et un outil offensif. Et on va le voir avec Jérôme Bondou. Je remets donc la parole à au professeur Patrick. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. S'il y a des questions, on sera encore approfondi. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Onésime Madilou Bangala, pour cette importante intervention. Donc là, c'était une communication d'un professionnel en intelligence économique, en information stratégique, intelligence économique, c'est-à-dire c'était M. Onésime Madilou. Maintenant, l'honneur est d'aller à un autre intervenant, l'orateur, qui est lui aussi, il est expert en intelligence économique. Il s'intéresse à toutes les questions à la fois de la veille, toutes les questions liées aussi à la fois à l'influence, à la sécurité informationnelle. Donc, c'est Jérôme Bondu, si on le dit en français, hein, on dirait en africain Bondou, hein, mais en français, c'est Bondu. Donc, qui va revenir un peu sur toute cette question de voilà, beaucoup plus pratique. Et je tiens aussi à souligner le fait que Jérôme Bondu intervient dans plusieurs institutions, notamment en Europe. Il est consultant. Il a aussi un cabinet qui travaille sur cette question d'intelligence économique. Voilà, vous avez la parole, cher Jérôme. Merci, cher Patrick. Merci cher Onésime. J'ai beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Je vais partager mon écran. J'ai prévu une présentation PowerPoint. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, il est très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien aussi. Parfait, merci. Alors, quelques mots d'introduction. Donc, en effet, je suis consultant. J'ai créé mon cabinet. Mon cabinet s'appelle Interliguéré. Vous avez sous les yeux quelques-uns de mes clients et j'interviens à travers le monde. J'ai déjà d'ailleurs eu l'occasion de venir au Cameroun ainsi qu'au Maroc et en Algérie.
J'ai écrit 3 livres. Le troisième s'intitule « Le petit bestiaire de la gestion des informations ». Et l'idée, c'était de faire un parallèle entre le monde animal et le monde des organisations. Alors, cher Onésime, comme vous l'avez dit, c'est vrai que l'intelligence économique, c'est à la confluence de 3 domaines. Et on parle, comme vous l'avez dit, d'influence, de veille et de sécurité. C'est pour ça que dans le cadre de ma présentation, je vais reprendre de manière opérationnelle, c'est ce que vous m'avez proposé de faire, je vais reprendre de manière opérationnelle un certain nombre d'outils et un certain nombre de méthodes dans ces 3 champs, le champ de la veille, le champ de l'influence et le champ de la sécurité. Je vais simplement faire un découpage qui est un petit peu différent que ces 3 éléments, par souci de facilité, de simplicité et de clarté. Premier élément, je vais vous parler des techniques de recherche. Deuxième élément, des techniques de veille, puis de l'importance de l'analyse, puis des techniques d'influence, de sécurité, de sauvegarde, et finalement, je vais évoquer la partie organisation. Alors, je vais faire une présentation rapide. L'idée, c'est quelque part de vous donner envie. C'est le sens de mon intervention. Et je vais tracer ça à très grands traits. Je vais essayer de faire une présentation une grosse dizaine de minutes. Ce qui est important en matière de recherche, il y a 2 éléments forts pour la recherche. Enfin, il y en a plusieurs en réalité, mais il y en a 2 grands. Premièrement, les recherches numériques et d'autre part, les recherches qu'on peut faire. En matière de recherche numérique, on utilise tous des moteurs de recherche et on utilise tous Google. Les documentalistes dont vous faites partie, mon cher Onésime, connaissent bien les opérateurs de recherche dans Google, mais le grand public les connaît mal ou les connaît peu. Et c'est bien dommage parce que ces opérateurs de recherche permettent d'aller très très loin. Je vais juste faire une petite expérience. Je vais ouvrir mon navigateur. Et mon cher Patrick, est-ce que vous voulez bien me proposer une requête à faire, une thématique? Ou alors Onésime, oui. Quelle qu'elle soit, c'est juste pour avoir un exemple. Par exemple, l'entrepreneuriat en Afrique. Très bien. Entrepreneuriat. Oh là là, j'essaie d'écrire vite et voilà. J'écris n'importe comment. Donc, entrepreneuriat en Afrique. Et on voit que Google me propose 4 870 000 résultats. L'utilisation des opérateurs de recherche va me permettre d'affiner cette requête. Par exemple, je peux mettre les guillemets. Alors, les guillemets, c'est l'opérateur le plus connu. Et on voit que je descends fortement en termes de nombre de résultats. Onésime, vous parliez tout à l'heure de l'infobésité. On passe de plusieurs millions à 100 000. C'est déjà intéressant. Je vais pouvoir utiliser un autre opérateur qui est l'opérateur in title, donc littéralement dans le titre. Et de 100 000, je passe à 2 000. Et si en plus je veux des résultats, par exemple, sous forme PDF, pourquoi un PDF? Parce qu'un PDF, c'est un document qui est structuré, ça peut être une étude, un rapport, une thèse. Bref, on est sur quelque chose qui est a priori bien construit. Eh bien, je vais rajouter cet opérateur et vous voyez que tout d'un coup, il ne me reste plus que 9 résultats. Je suis passé de 4 millions, environ 4 millions de résultats à 9. Je ne dis pas que ces 9 soient les meilleurs. Attention, il faut prendre des précautions quand même. Je dis simplement que la maîtrise de ces opérateurs nous permet de faire une véritable recherche dans ce moteur de recherche pour avoir des résultats qui peuvent nous aider au mieux. Alors, pourtant, l'intérêt, c'est bien sûr de tous les connaître pour pouvoir jouer, entre guillemets, avec ces opérateurs, former ces requêtes jusqu'à arriver à celles qui nous rapportent les résultats les plus intéressants. Alors, dans beaucoup d'outils, il existe des opérateurs de recherche. Là, vous avez sous les yeux maintenant ceux qu'on peut utiliser dans Twitter. Et puis, selon les outils que vous utiliserez, eh bien, la première des choses à faire, c'est mon conseil, c'est de voir quelles sont les techniques de recherche avancées pour pouvoir aller plus loin. À partir du moment où on recherche de manière régulière quelque chose, par exemple, vous êtes entrepreneur,
ou vous êtes chercheur, hein, Onésime, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait un public composé de chercheurs et d'entrepreneurs. Donc, vous cherchez des informations sur un concurrent ou vous cherchez des informations sur votre thème de thèse. Eh bien, à partir du moment où votre besoin est récurrent, à partir du moment où vous faites régulièrement cette recherche, par exemple une recherche concurrentielle, eh bien, on va changer de terme. Vous n'êtes plus en recherche, vous êtes en veille. C'est-à-dire qu'on va appeler veille la volonté de automatiser un processus de recherche. Encore une fois, hein, très, très important quand on veut suivre la concurrence, quand on veut suivre les choix et les goûts de ses prospects, de ses clients, quand on doit suivre l'évolution réglementaire, juridique ou normative, quand on veut avoir un œil sur ce qui se passe à l'international. Je viens de vous citer toute une série d'axes de veille classiques, veille concurrentielle, veille commerciale, veille normative, veille juridique, veille stratégique, veille technologique, veille géopolitique. On peut en faire autant qu'on a de besoins. Eh bien, pour faire ces veilles, on va avoir besoin d'outils. Alors, il existe toute une panoplie d'outils. Là, vous avez sous les yeux un outil qui est vraiment assez peu cher, hein, puisqu'on est à 60 € d'abonnement annuel. Et j'ai travaillé avec plusieurs consultants, dont Monsieur Andro et Christophe Deschamps. On a travaillé ensemble à faire un benchmarking, une comparaison des plateformes de veille et d'intelligence économique. Et vous avez l'adresse URL de l'outil, enfin, de la solution qu'on a mis en ligne, qui vous permet d'avoir une comparaison, une analyse des différentes solutions. Alors, on peut s'interroger sur l'intérêt d'une plateforme de veille payante par rapport à ce qu'il existe de manière gratuite ou quasi gratuite. Je vous ai dit il y a quelques instants que l'outil InnoReader, Inno comme innovation, INO, InnoReader était à 60 € d'abonnement annuel. Il faut voir que les outils, les plateformes de veille professionnelles payantes vont vous apporter des services que les outils gratuits ou quasi gratuits n'offrent pas. Alors, quels services ? Bien, on va pouvoir, par exemple, déployer l'outil dans des grosses structures. On va pouvoir avoir des outils puissants de collecte d'informations, d'analyse et de diffusion. On va avoir une capacité à gérer les interactions sur l'outil d'un grand nombre de collaborateurs. Autant de choses que les outils gratuits ou quasi gratuits ne pourront pas faire. Vous voyez que je vais passer assez rapidement chacun des points. Il faut voir que sur chacun de ces points-là, on peut sans problème faire des présentations d'une demi-journée, voire d'une journée. Ce sont des thématiques extrêmement intéressantes, avec énormément de messages à faire passer. Mais là, ici, je m'appuie encore une fois sur ce que vous avez dit tout à l'heure, avec lequel je suis absolument d'accord. Vous avez dit, on a beaucoup d'informations, on vit une période d'infobésité. Et là, je vous présente des techniques de recherche et de veille pour éviter d'avoir trop d'informations. Mais quand on multiplie les axes de veille, on a forcément beaucoup de choses. Et le point suivant consiste à se dire, mais finalement, comment faire pour analyser? Comment faire pour récupérer uniquement les informations intéressantes? Eh bien, vous avez à disposition toute une série de techniques et d'outils. Je passe vite sur les matrices de gestion. J'aime personnellement beaucoup toutes les solutions de cartographie parce que ça permet d'avoir une représentation visuelle d'une situation. Et là, par exemple, c'est une cartographie que j'ai réalisée avec un outil qui s'appelle Gephi, G-E-P-H-I, qui est un outil gratuit qui s'installe. Et en l'occurrence, je m'étais interrogé sur les entreprises qui faisaient le plus d'intelligence économique. Voilà, mais bien évidemment, cet outil est très, très modulable, et on peut rechercher n'importe quel type de sujet. Ce que je vous présente à l'écran n'est qu'un exemple. Et puis, j'ai évoqué tout à l'heure l'importance du réseau humain en matière de collecte. Je n'ai pas tellement développé, mais je vais en parler maintenant. Et mon cher Patrick, je vais vous poser une question. Oui. Vous voyez ici un graphe qui représente un groupe de personnes. À votre avis, compte tenu des liens entre ces personnes, bien sûr, les personnes sont représentées par les bulles bleues et les traits noirs indiquent un lien entre les personnes. Bon. À votre avis, quelle est la personne qui est la plus importante de ce réseau?
Alors, si moi, mon idée est la suivante, est-ce que si l'information passe chez tout le monde au même moment et que tout le monde a l'information au même moment, les systèmes y sera différent que si l'information est centralisée à une seule personne. Mais justement, vous parlez de centralisation et c'est très intéressant parce que là, pour le coup, il y a une personne qui est centrale. On la voit bien, elle est au centre du graphe et c'est F. Ah, C'est vrai que F est une personne qui est importante parce qu'elle est au centre du réseau. Après, vous disiez il y a quelques instants, si l'information est diffusée, il est sûr que la personne qui est symbolisée par la lettre M, qui est en contact avec 6 personnes, mhm, elle va avoir beaucoup de chances d'avoir des informations. Et vous voyez qu'on peut considérer M comme une personne importante, F comme une mhm. personne importante, et après, il y en a une dernière qui est importante, c'est H. Et pourquoi elle est importante? On le voit bien là avec cette nouvelle image, c'est parce qu'elle fait l'interconnexion entre 2 sous-parties du réseau. Et vous voyez qu'au travers de cette présentation, on se rend compte que les techniques d'analyse, ou plutôt la dimension analyse, peut se porter en même temps sur des outils, en même temps sur de la cartographie et en même temps sur le réseau. Et dans ce cadre-là, c'est les personnes qui ont le plus gros réseau qui vont faire le meilleur travail. Et c'est une véritable incitation à développer, structurer, utiliser son réseau relationnel. Et pour être intervenu plusieurs fois, encore une fois, hein, sur le continent africain, je sais que, ou plutôt j'ai ressenti que vous aviez une véritable facilité dans ce domaine-là, plus que vis-à-vis des personnes que j'ai pu avoir en France, puisque chaque fois que j'intervenais sur cette dimension réseau, mon public africain était totalement en phase et très, très à l'aise dans ces domaines-là. Un mot sur l'influence, hein, je regarde ma montre, il est 12h53. Un mot sur l'influence. Alors, l'influence est un domaine absolument passionnant, notamment au niveau géopolitique, parce qu'on peut se rendre compte que les grandes décisions, les grands mouvements au niveau international ont souvent eu pour base des opérations d'influence, voire de manipulation. Alors, j'aime bien parler de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, des guerres du Golfe, du rôle d'Édouard Bernays. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on a pu croire quand ça a été diffusé internationalement. Et l'histoire, le recul historique nous permet de nous rendre compte aujourd'hui, enfin, maintenant, que c'était une opération de manipulation, une opération d'influence. Alors, c'est extrêmement intéressant. Ça nous permet d'avoir énormément de recul critique et de prendre avec beaucoup de précautions ce qu'on peut nous dire. Attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut tomber dans les théories du complot, mais néanmoins, avoir un recul critique est extrêmement positif, extrêmement bon, et c'est quelque chose qu'il faut développer. Vous avez un auteur qui s'appelle Gérald Bronner, qui parle beaucoup des biais cognitifs, des erreurs de raisonnement. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut connaître. Un mot rapide en matière de sécurité. Vous avez ici un exemple tout à fait étonnant d'un spécialiste de la sécurité qui se fait lui-même prendre parce qu'il parle trop fort dans un train. Alors la personne qui est debout en chemise blanche s'appelle Michael Hayden, c'est un ancien patron de la NSA, c'est un ancien patron de la CIA, et pourtant il est dans un train, il est interviewé au téléphone, il parle trop fort, et tous ses voisins entendent ce qu'il dit. C'est un manquement majeur à l'importance de la préservation de la sécurité informationnelle. Et c'est drôle que ça lui arrive à lui, si vous voulez, c'est vraiment une sorte de témoignage flagrant que nous tous, qui que nous soyons, devons faire attention à ce genre de choses. Il y a toute une série de failles dans les organisations. Je passe très vite sur ces éléments-là parce que l'important, encore une fois, c'est le déroulé global. En matière de sauvegarde, j'aime bien rappeler que le monde actuel est totalement numérisé. La numérisation est partout présente. Et qui dit numérisation dit récupération, stockage, analyse de nos données. Or, qui sont les maîtres absolus en la matière? Ce sont nos amis américains. Alors, on peut s'en réjouir parce qu'ils nous donnent accès à des choses. Par exemple, aujourd'hui, on a un accès facilité grâce à Zoom. C'est génial. Je suis ravi de m'entretenir avec vous. Mais en même temps,
toute notre informatique est numérisée, donc toutes nos données transitent chez nos amis américains. Est-ce qu'à moyen terme, est-ce qu'à long terme, ça ne risque pas de poser un problème de souveraineté sur nos capacités de prise de décision? Voilà, je pose la question, je ne réponds pas, mais je pose la question. Et je termine en disant que si tout ce que Onésime et moi-même avons eu le plaisir de vous présenter, si tout ce qu'on vous a dit vous intéresse, eh bien, il y a des solutions d'organisation qu'il faut mettre en place dans vos structures, quelles qu'elles soient, hein, et j'ai envie de dire même de manière individuelle, on peut prendre en compte cet enseignement en matière d'intelligence économique. C'est vraiment un vecteur de croissance, de productivité, et je dirais même d'épanouissement personnel. Et ça va être le mot de la fin. Épanouissement personnel parce que quand on maîtrise ces techniques-là, on a un sentiment d'être bien dans ce 21e siècle où la donnée, où l'information, où le renseignement, où la numérisation de tout ça est extrêmement important. Je vous remercie pour déjà Onésime et Patrick pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'entretenir avec vous et pour notre auditoire qui nous avait écouté. La parole est à la salle, on peut commencer le débat et j'espère que ce qu'on vous a présenté va générer beaucoup de questions. Bien, merci beaucoup Jérôme pour cette intervention très intéressante et très bien nourrie. Voilà, sans plus tarder, on est en train aussi de courir un peu derrière le temps. J'aimerais accorder la parole à celui qui veut la prendre pour poser des questions s'il y en a. Alors, vous pouvez juste lever votre main et puis voilà, vous allez dire votre question s'adresse à qui et à partir de là, on peut aller de l'avant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser? Alors, oui, Guillaume, vous avez la parole. Bonjour à tous, Guillaume Gaspard, bonne année à tous. Moi, très rapidement, j'ai 12 ans au sein de l'armée française en tant qu'officier, puis 3 ans au sein de la direction sécurité de Brinks. Brinks, c'est une société de transport de fonds, de cash management et de security facilities. Et j'ai une formation en intelligence économique que j'ai réalisée en 2019. Donc, voilà, juste pour présentation. La conférence concernait l'intelligence en RDC. Du coup, je pense que c'est à vous, Patrick, que s'adresse ma question. Quels sont les jalons, en tout cas, que vous souhaitez mettre en place dans le cadre justement d'une formation ou d'une sensibilisation des autorités du pays sur l'intelligence économique? Donc là, ça s'adresse à un cadre assez large, mais en tout cas, quelles sont en tout cas les actions qui vont être menées ou qui ont été déjà menées comme mise en place de petites cellules, d'unités, de sections en RDC concernant l'intelligence économique? Alors, voilà, je pense que ou on prend quelques questions, on répond, sinon je peux répondre en attendant. Je vois, voilà, je veux répondre, mais on se mettra d'accord à la prochaine fois, c'est comment est-ce qu'on va faire. Alors, c'est vrai qu'à ma connaissance, il y a eu, pas de manière très, très formalisée, par exemple, c'est avec certains ministères, hein, on avait eu par exemple le ministère de Plan avec une petite cellule qui réfléchissait sur comment essayer de positionner les pays sur certains enjeux. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'une unité ou cellule qui a été là de manière assez permanente, mais je connais quelques initiatives avec quelques ministres qui allaient dans ce sens. Donc, je ne peux pas dire de manière formelle, voilà, il y a telle unité qui est permanente, qui travaille là-dessus. Et je pense que ça, je parle au niveau d'une nation, c'est-à-dire tout ce qui est en jeu, tout ce qui concerne, par exemple, les ressources que possèdent les pays et la manière de le positionner vis-à-vis aussi de l'extérieur, etc. Parce que finalement,
On sait même voir que parfois les narratifs qu'on a ici, est-ce que c'est un narratif qui est tourné vers des acteurs internes ou c'est un narratif qui est tourné vers une communauté internationale? Ça, c'est encore une autre question. Donc, je ne peux pas les dire de manière assez précise, faute de toutes les connaissances là-dessus, mais du moins, j'ai répondu en rapport avec ce que je connaissais, avec une cellule à l'époque qui était au ministère de Plan et qui abordait Je peux te compléter. certaines questions de positionnement stratégique. Prof, je peux vous compléter. Allez-y. Oui, merci beaucoup. En fait, bon, j'aimerais vous informer que réellement, prof, que peut-être il y a quelques années, vous ne le savez pas, en fait, il y a depuis 2 ans, bon, ça fait pratiquement 6 mois, depuis 2 ans, je suis conseiller en communication au ministère du Commerce extérieur. Je m'occupe de la communication digitale, je suis community manager et là, je fais l'intelligence économique comme pratique. Donc, je m'occupe de la veille, je surveille toutes les informations autour du ministère, le commerce extérieur. Alors, le ministre qui s'appelle Jean-Lucien Boussa, qui est un économiste, a mis en place ce qu'on peut comparer comme une dynamique d'intelligence économique. Il a créé une agence nationale pour la promotion des exportations qu'on appelle ANAPEX. Si vous voulez, c'est l'équivalent du GETRO en Japon. Et cette agence a comme mission principale, évidemment, de faire cette captation des informations à travers le monde, à travers le marché ou le pouls économique, de faire la recherche, de capter les informations qui peuvent intéresser les entrepreneurs ou les entreprises congolaises ou les entrepreneurs qui sont à l'étranger, qui peuvent être intéressés par les matières premières ou même toutes sortes de productions de richesses qu'on ne trouve pas au Congo. Évidemment, malheureusement ou malheureusement, l'ANAPEX a commencé, mais on n'a pas encore senti cette mayonnaise pour que ça tourne véritablement, parce que comme on vient de le démontrer, Jérôme Bondou, il faut de moyens, il faut mettre de moyens, il faut mettre de ressources humaines qualifiées pour qu'ils soient à mesure de capter l'information et aussi de pouvoir la distribuer, mais aussi de pouvoir faire intégrer toutes les autorités politiques, parce que c'est souvent ça le problème dans notre pays, cet échange d'informations, même au niveau du gouvernement. Et ce qui est malheureux, vous allez trouver, peut-être ce n'est pas ici l'occasion d'en parler, vous trouverez aujourd'hui, il y a encore des ministères qui manquent de sites Internet, qui manquent même de boîtes email officielles par lesquelles vous pouvez vous contacter. Donc, il y a beaucoup à faire, évidemment, au niveau du gouvernement. C'est ça même d'ailleurs l'objectif de ce forum. Ces liens, si vous le faites, sera envoyé au travers notre ministère, à travers moi. Je vais l'envoyer à plusieurs autorités pour les sensibiliser par rapport à ces retards que nous sommes en train de cumuler. Un retard qui demain nous sera fatal, parce qu'on peut vouloir le développement, mais le développement que nous sommes en train de créer nuit et jour, c'est sur quels paramètres? Voilà un peu ce que je peux compléter. Donc, il y a au ministère du Commerce extérieur, l'ANAPEX, une agence nationale pour la promotion des importations et des exportations, qui fonctionne évidemment comme une démarche d'intelligence économique, mais il faudra qu'elle se mette vraiment en place pour pouvoir aider la nation ou les entrepreneurs qui travaillent dans les ports et sports. Merci. Okay. Un mot très rapide. Gaspard, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé parce que c'était une présentation très généraliste, hein, une présentation de sensibilisation. Donc, tout ce que j'ai dit, vous deviez déjà le connaître. Et sinon, simplement pour ajouter un point qui est de dire que c'est toujours très compliqué à mettre en place au niveau d'un État et en France. Gaspard, vous le savez parce que vous avez suivi une formation spécialisée. On a eu des hauts et des bas. Hein, avec des difficultés, des avances et des retours en arrière. C'est très compliqué. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour vos réponses. Après, un des objectifs pour la participation à ce type de conférence, c'est ce que vous disiez, hein, et ça contribue à élargir aussi son réseau. Donc, voilà aussi pourquoi ça me permet de rencontrer du monde et de voir avec quelle sensibilité les personnes qui participent à ce type de conférence sont initiées dans un domaine, par exemple, la plus tournée vers le commerce pour une ESIM,
avec cette partie commerce extérieur. Donc, voilà, donc non, c'est pas de souci pour moi, Jérôme. OK, je pense qu'on va accorder la parole à Jamila. Voilà, vous avez la parole, mais après, moi, je veux rebondir un peu plus tard, hein, mais allez-y, Jamila. J'espère que j'ai bien prononcé Oui, votre... c'est parfait. Je vous remercie. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Et ensuite, j'avais une question, c'est est-ce qu'il existe une forme d'intelligence économique en Algérie? Et si oui, sous quelle forme et à quel niveau en fait? Mhm. Bon, alors je peux peut-être prendre la parole. Jamila, je vais vous décevoir. J'ai pas énormément d'informations sur ce qui se passe en Algérie. Il est sûr qu'il s'y intéresse un petit peu. J'ai participé à 4 ou 5 colloques en Algérie, donc il y a eu des choses, notamment à l'instigation d'une structure qui s'appelle VIP, si j'ai bonne mémoire. Bon, le pays du Maghreb qui est le plus avancé en la matière, vous le savez certainement, c'est le Maroc, hein, qui y travaille depuis très très longtemps. Et sinon, en ce qui concerne l'Afrique noire, donc là je sors du Maghreb, hein, mais ça peut intéresser l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Vous avez les assises africaines de l'intelligence économique qui existent depuis 6 ans maintenant. En tout cas, il y a eu six événements qui ont été organisés. Et une des personnes qui organise ceci s'appelle François Jeanne Bello, hein, qui est très très actif en la matière. Donc voilà, je passe la parole. Jamila, désolé de ne pas pouvoir en dire plus, mais bon, ça fait quelques clés de réflexion. Merci beaucoup. OK, très bien. Voilà, nous continuons s'il y a encore des questions. Mais en attendant, moi, je voulais revenir à ce que Onésime disait tantôt. Je voulais dire, le fait que l'information ne soit pas accessible et disponible, je voulais aussi répondre notamment aussi à Jérôme, est-ce une forme de protection qui est aussi un des aspects de la veille de l'intelligence économique, ou finalement, est-ce qu'il faudrait que toute l'information reste disponible sur le net, alors que tantôt, on est en train de discuter sur le fait que utiliser une plateforme comme Zoom, où finalement toutes ces données sont casées quelque part, cela peut aussi représenter des enjeux assez importants, même dans le futur. Quel est le point de vue là-dessus? Alors, en un mot, hein, l'idée, c'est de placer le bon curseur entre protection et ouverture, hein, et le curseur se met en fonction de qui on est, dans quelle structure on travaille et quel type d'informations on échange. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui me semble essentiel, qui est que l'informatique est tellement important, tellement structurant dans notre monde, qu'il faut, à mon avis, avoir un minimum d'autonomie, hein, que ce soit pour une entreprise, pour un État, voire pour un continent. Dans ce cadre-là, je fais partie de ceux qui pensent que l'Europe, pour parler de l'endroit où j'habite, hein, l'Europe devrait vraiment faire un effort considérable pour développer des structures numériques autonomes. Et pourquoi j'en parle? Alors que là, je m'adresse à un public africain, tout simplement parce que je pense que l'Afrique a une carte à jouer, a un rôle à jouer, et les enjeux sont tellement énormes et les puissances en jeu sont tellement considérables, hein. À côté des États-Unis, vous avez la Chine qui cherche et qui a, dans un certain sens, obtenu cette autonomie numérique. Je pense qu'on pourrait imaginer une sorte d'alliance, hein, je mets des guillemets, entre l'Europe et l'Afrique pour essayer de développer, on va dire, un troisième pôle numérique au niveau mondial. Si on reste sur un duopole Est-Ouest, États-Unis-Chine, on a déjà connu des duopoles de ce type. C'était entre les États-Unis et l'Union soviétique, et on sait très bien ce que ça a donné. Ça a donné des conflits larvés, des guerres par proxy, dont certains étaient d'ailleurs sur le territoire africain. La possibilité d'avoir un trio serait certainement plus, comment dire, stable, et en tout cas permettrait d'offrir une alternative entre une politique américaine pour qui la donnée a une valeur commerciale et la politique chinoise pour qui la donnée est comment dire, appartient à l'État
et l'État peut l'utiliser à certaines fins. Voilà. Je ne vais pas plus loin, je rends le micro, mais c'est un sujet extrêmement important et sur lequel il faut s'investir. OK, très bien. Alors, je ne sais pas si, Jamila, vous avez encore quelque chose à ajouter? Non, je vous remercie, c'était très intéressant. Ah, OK, merci, parce que je vis votre main est levée. Sinon, la parole est maintenant à Mani, Olivier. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Bonjour. Ma question, c'était par rapport à la cybersécurité. Moi, c'est Olivier Amani Machoumou. Je voulais savoir par rapport à la cybersécurité, quelles sont les propositions réelles à l'endroit de la RDC pour protéger les documents censés être confidentiels. Je donne directement les cas de la BGFI Bank, dont M. Onésime a soulevé. Voilà un peu ma question. OK, très bien. Ben oui, je peux répondre? Oui, allez-y, Onésime. Allô, Allez-y. Patrick? Oui, On- bon, c'est tr- oui. Je voudrais dire que pour ce qui concerne les entreprises privées ou le privé, écoutez, la sécurité, fait partie, la sécurité par rapport aux informations stratégiques, aux informations sensibles, comment je peux dire, la responsabilité revient au responsable de chaque entreprise. Donc, c'est à l'entreprise de comprendre qu'elle elle doit vivre au XXIe siècle. Nous ne sommes plus à l'Antiquité ou au Moyen Âge, mais nous sommes au XXIe siècle. Et dans le XXIe siècle, vous devez savoir que quand vous êtes une banque, vous êtes, comment je peux dire, vous devez savoir qu'il y a des gens qui vous étudient. Et même en tant que nation, la République démocratique du Congo, on est en train d'en parler. Je suis vraiment, j'ai eu le privilège de parcourir déjà 4 gouvernements. Je travaillais dans le gouvernement avec Sami Badibanga comme Premier ministre. Je travaillais dans le gouvernement avec Tchibala. Je travaille avec Ilunkamba. Et là, je suis avec Samalo Kondé. Donc, il y a vraiment un problème réel où les autorités du pays doivent comprendre. Parce que vous savez qu'il y a très souvent, vous avez vu dernièrement, vous êtes Congolais, j'espère. Vous avez vu dernièrement comment est-ce que la signature du président de la République a atterri dans les réseaux sociaux. Et vous avez vu ce que ça a suscité comme tollé parce que on suppose qu'au niveau de la sécurité et de la sûreté nationale, la signature du président ne peut pas atterrir sur les réseaux sociaux parce que c'est à la portée de tout le monde et c'est tout le monde. Donc, tu peux en faire ce qu'il veut. Donc, c'est un défi. C'est un défi, je dirais, il n'y a pas encore au niveau national, ça j'aimerais le dire, il n'y a pas encore au niveau national, au niveau de toutes les institutions. Je viens de dire qu'il y a une poche, une cellule d'intelligence économique qui vient de commencer au commerce extérieur. Mais au niveau du gouvernement, au niveau central, même au niveau de la présidence, il n'y a pas encore ces réseaux-là. C'est comme on vient même de le voir avec Patrick, où il y a une centralisation des informations. Bien sûr, je ne parle pas de ce que la NER fait. La NER, c'est notre agence de renseignement qui s'occupe de la sécurité, ainsi de suite. Mais je parle par rapport à la sécurité économique pour nos entreprises, pour que le gouvernement échange des informations. Ça, c'est un défi. Il faut y travailler, il faut sensibiliser les autorités pour que cela se mette en place, une véritable dynamique d'intelligence comme les CIS. Jérôme, c'est les CIS en France? Vous appelez ça les CIS? Alors, au niveau de la sécurité informatique, c'est l'ANSSI, ANSSI, l'Agence Non, nationale de la sécurité des systèmes d'information. non, pas le système par rapport à la sécurité économique. Donc, tout Oui, ce c'est qui bien est le 6. C'est bien Le le 6, 6 les, et oui, au niveau départemental, on a aussi des 10. Ouais, voilà. tout à fait. Donc, il faudrait qu'on mette en place des genres d'institutions comme les CIS, où on comprend, parce que quand on est en la République démocratique du Congo, comprenez, parfois, nous ne prenons pas conscience des enjeux, comme on vient de dire. Nous sommes le pays de l'avenir parce que nous détenons la plupart des matières premières qui vont entrer comment je peux dire, les matières qui seront utilisées demain pour
ces découvertes. Aujourd'hui, on est dans l'intelligence artificielle et en République démocratique du Congo, comme vous le savez, il y a des matières qui sont en train d'être découvertes. Et même le fameux vibranium dont on parlait, on a vu dans le film Wakanda, il semble qu'il y aurait véritablement comment je peux dire, un minerai qui ressemblerait au vibranium qu'on a trouvé quelque part, qu'on exploite déjà dans les Kivu. Donc, tant qu'on ne prendra pas conscience que les Chinois, les Américains, l'Union européenne, auprès de qui on va comme de partenaires, que eux, ils sont déjà sur une autre planète, sur le plan technologique, sur le plan informationnel, je pense que nous serons un peu naïfs. Et en tant que nation, nous devons nous lever. C'est ça le but de ce genre de conférence qui aborde de nouvelles thématiques et que ça soit divulgué pour que les autorités prennent conscience que nous devons vivre au XXIe siècle, nous protéger, mais aussi protéger notre patrimoine. OK. Très bien, merci beaucoup, Onésime. Mais une des choses, moi, je veux donner cet exemple. En fait, on a vu en Europe, je pense que c'était une réunion de l'Union européenne, où finalement un journaliste a eu la possibilité de se connecter dans cette réunion qui était censée être une réunion très sensible. Et puis il s'est connecté sur Zoom et puis il est intervenu pendant quelque temps. Je sais que les enjeux en matière de la protection, ce sont de gros enjeux et les hackers aussi, de leur côté, bon voilà, ils ont toute une communauté avec des techniques qui se mettent en place. Voilà, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on y réfléchisse. Alors, je voudrais simplement dire, nous sommes presque à la fin de notre conférence de ce midi. On peut juste regarder s'il y a encore quelques dernières personnes qui voulaient intervenir. On peut leur accorder la possibilité de poser des questions. Voilà, je sais qu'on a eu un petit dépassement d'une dizaine de minutes sur notre programme. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question à poser à ce sujet? Non. Moi, j'ai seulement une information, M. Patrick, pour une minute. Je voudrais dire aux participants que nous venons de créer en République démocratique du Congo un cabinet conseil, donc le premier cabinet conseil en intelligence économique. Je suis le promoteur et ce cabinet conseil travaillera avec Intelligare de Jérôme Bondou pour donner des solutions par rapport à tous ces dont on vient de parler. Donc, si les gens sont intéressés pour ce qui est de formation, pour ce qui est de conférences, pour tout ce qui est de solutions pour leurs entreprises ou les organismes, eh bien, ils peuvent nous contacter. Pour ce qui est de la RDC et de l'Afrique centrale, nous saurons leur apporter la solution. Et l'entreprise s'appelle BidCAD Consulting. Ils peuvent aller sur mon compte Twitter ou Facebook ou sur LinkedIn, ils les verront. Merci. D'accord, très bien, Onésime, pour cette information. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui avait une question à poser? Parce que s'il n'y a pas de questions, je donnerai alors au moins une minute à chacun des orateurs, juste pour un mot de la fin. Alors, je vois Belinda donc en disant le sujet est très pertinent et que Belinda sollicite des liens vers des livres publiés par des orateurs, si possible, des slides et des présentations. Donc, ça, c'est Belinda qui a écrit dans le chat. Voilà, je pense que le message est passé. Pour le reste, s'il n'y a pas de questions, je vais accorder la parole à chacun de deux intervenants, juste pour un mot de la fin. On commence par Onésime et puis on va aller par Jérôme et puis je vais clôturer. D'accord. Ben, moi, je tiens à remercier l'Assemblée, à remercier ceux qui ont eu cette volonté de nous suivre. Je vous remercie aussi, professeur, pour cette ouverture d'esprit. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous pourrons encore approfondir et à
avoir à parler, organiser, pourquoi pas, d'autres conférences en présentiel, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens parce que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, c'est encore un problème. Jusqu'à ce matin, plusieurs personnes ne savaient même pas comment est-ce que ça marche Zoom, donc vous comprenez. Je remercie Jérôme Baudou qui, depuis que je le connais, a toujours été très ouvert avec moi. Et donc, voilà, mon numéro, je vais le mettre, mes numéros de contact et mon adresse email pour ceux qui ont des questions. Ils peuvent continuer à nous les poser en privé. Merci, Onésime. Jérôme. Bah, écoutez, moi j'ai un mot très très rapide, hein. C'est un mot de remerciement à vous Patrick et à vous Onésime pour cette très très belle organisation. Et quand bien même il y a eu peu de monde, c'est pas grave parce que les personnes importantes, les personnes qui sont présentes, ce sont les plus importantes. Et puis, restons en contact. Il y a énormément de choses à faire. C'est un domaine qui est totalement passionnant. Et l'intelligence économique, c'est vraiment un système de réponse qui permet de comprendre le monde actuel, qui permet de développer une entreprise et qui permet, je termine là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, qui permet un véritable épanouissement de la personne. Merci à tous. Merci. Alors, voilà, donc je pense aussi que pour ma part, je veux juste vous remercier d'abord Onésime Madilou, je remercie aussi Jérôme Bondu pour cette intervention. Et je pense que le rôle de l'université, c'est finalement de rester ouvert, hein. Donc, on reste toujours ouvert à avoir une prochaine opportunité comme celle-ci. Parce que je pense que c'est dans les échanges qu'on peut encore apprendre mieux. Et le rôle de l'université, ce n'est pas de rester enfermé sur elle-même. Finalement, le rôle de l'université, c'est de s'ouvrir. Voilà, merci à tous. Nous allons nous retrouver, si tout va bien, d'ici une semaine ou 2 semaines pour une autre conférence sur un autre sujet. Et pour le reste, le lien de la conférence sera disponible. Et on pourra partager ça sur LinkedIn. Comme ça, vous pouvez revoir et si possible, suivez les orateurs aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Comme ça, vous pouvez continuer tous ces échanges. Allez, merci et bon week-end à tous. À plus tard. Merci. Merci beaucoup. Bye. Au Bye. revoir. Bye. Ouais. Moi, je voulais. Oh là là. Il y a quelqu'un qui voulait. Oui, Oui, je voulais dire que je remercie les organisateurs. Moi, c'est ingénieur Richard Changata depuis la cité de Kaimba. J'ai aimé les sujets, mais si vous pouvez nous disponibiliser aussi les supports, comme l'a demandé notre participant. D'accord. Je pense que Jérôme Bondu, vous pouvez aussi le suivre sur LinkedIn. Et puis, voilà, je ne pense pas qu'on va essayer de voir. On n'a pas eu vos emails de manière assez formelle, bien que le système Zoom permet de se faire enregistrer. Mais pour le reste, on peut voir ça. Sinon, sur LinkedIn, on peut continuer les contacts et puis on peut partager ce qu'il y a partagé. Merci. Bonjour Patrick, il ne serait pas mieux de partager par mail, s'il vous plaît? On va vous envoyer, j'ai mis mon mail là, j'ai mis là-bas dans le chat mon mail. Oui. Contactez-moi, on va vous envoyer. D'accord. Merci. Très bien, merci beaucoup.